Excellences, Monsieur le ministre d'État, Madame, Messieurs les membres du jury, distingués invités, tout protocole observé, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce magnifique cadre de B1 qui accueille cette deuxième avant-première dans la série des débats de l'art majeur. Je voulais vous remercier, Excellence, pour l'initiative et la pédagogie dont vous faites preuve malgré votre agenda chronophage afin d'édifier et d'éclairer la jeunesse et donc l'opinion congolaise. Cette jeunesse consciente et éclairée qui vous a pris pour modèle a compris ce que le mot érudition veut dire. Vous avez dépassé le champ d'un intellectuel souvent trahi par le synonyme de l'imposteur pour tutoyer les cimes de l'érudition qui vous confère une légitimité absolue dans votre domaine. Dans votre approche, l'intelligence doit sublimer la vie concrète, sinon elle reste un simple divertissement métaphysique. Aujourd'hui, il est intéressant et curieux de savoir ce qui provoque l'admiration dans la jeunesse. Par conséquent, votre mérite est encore plus noble lorsque vous accordez la parole à toutes les sensibilités, quelles que soient leurs opinions. Parce qu'il faut conclure, je salue les participants et je remercie l'assistance. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas à rougir d'être venus car le nouveau Congo conscient et élitiste, avec un nouveau logiciel, est en train d'émerger, même si nous vivons une époque anti-intellectuelle. Je vous remercie. À présent, Excellence, qu'il me soit permis de vous passer la parole pour circonscrire le rendez-vous de ce jour. Bonjour à tous. Merci infiniment d'être là. Ça me touche personnellement et les mots qui ont été dits me touchent aussi profondément. Il y a une sorte de petite conscience qui se met en place. Je pense que cette soldatesque qui commence à construire son équipement pour pouvoir attaquer le terrain nous permettra de sortir de ce que a dit Camus dans L'homme révolté et qui a été récupéré d'ailleurs dans la préface de Mythe de Sisyphe, lorsqu'il dit que les crimes, et là j'essaie de paraphraser tout en ajoutant certains mots, lorsque les crimes paraissent des oripeaux d'innocence propre au revirement de notre temps, c'est l'innocence qui est sommée de présenter ses justifications. Donc on va tout doucement sortir de ces concepts-là pour entrer maintenant dans une approche où la raison l'emporte sur les crimes. La raison l'emporte sur tout ce qui n'est pas conforme à notre vérité. Voilà l'occasion qui vous est donnée, et on en aura comme ça chaque mois, avec les partenaires que je remercie, B1. Et c'est une démarche qui va vers les sujets d'aujourd'hui, dont il faut retenir la substance, c'est notamment cette volonté de puissance. Si vous l'appréhendez de la manière la plus correcte, ça veut dire la volonté de vie. Vous devez vous donner les moyens de vivre. Et vivre pas seulement comme chaque animal, mais vivre en mettant des outils nécessaires qui permettent de parler de la dignité et de la souveraineté. Les débats d'aujourd'hui vont porter sur la volonté de puissance, la puissance publique, de l'État. Comment est-ce qu'on l'entend? Est-ce que ça donne la possibilité de pouvoir exister parmi les autres nations? Ça donne la possibilité de pouvoir régenter mieux la société et réglementer mieux la société?
Est-ce que vous allez l'entendre selon les concepts des Hobbes dans le Léviathan? Allez-vous l'entendre selon mes concepts à moi dans L'homme et la structure? Ou allez-vous l'entendre selon d'autres conceptions des autres grands auteurs qui ont parlé du sujet? Je pense que j'ai dit l'essentiel en ce qui me concerne et je peux déclarer ouverte cette deuxième édition de l'art majeur et souhaite aux débatteurs bonne chance. Qu'il me soit permis de vous proposer un délice écrit par l'initiateur de l'art majeur, son Excellence Pépin Guillaume Manjolo, et chanté ici par Mademoiselle Lisselve. Mes enfants déchiraient le linceul de l'harmonie tant désirée. Namileli, gayo. Namileli, yeah, gayo. Mes enfants déchiraient le linceul de l'harmonie tant désirée. Seul le Congo de la raison vaut tout unissono. Seul le Congo de la raison vaut tout unissono. Seul le Congo de la raison vaut. Seul le Congo de la raison vaut. Merci. Encore une fois, bonjour à tous. Après cette belle mélodie qui nous rafraîchit un peu les esprits, qui nous prépare à affronter l'événement, nous ne pouvons que, encore une fois, remercier Madame. Nous vous informons que pour aujourd'hui, l'art majeur a eu le plaisir de recevoir 2 groupes, 2 associations qui vont donc s'affronter autour du sujet du jour. Donc nous avons d'une part la génération future du Congo, représentée par Mademoiselle Brahimou Sarah. Nous pouvons l'accueillir, s'il vous plaît. Et Monsieur Wembonyama Osni. Bienvenue à la 2e édition de l'art majeur. Et donc ils seront face à la génération rupture qui est aujourd'hui représentée par Mademoiselle Raïssa Mombele, accompagnée de Monsieur Loukeba Gérard. Encore une fois, merci à cette 2e édition de l'art majeur. Voilà. Faut-il une volonté de puissance à la RDC pour se prévaloir et compter parmi les nations? Il y aura une première phase qui est consacrée à la lecture du livre de l'initiateur de l'art majeur, Maître Guillaume Manjolo. Donc, les dames qui vont nous donner ce plaisir-là, on va le suivre et vont faire la lecture et il y aura un petit commentaire. Et juste après, on va passer au débat autour de la volonté de puissance. Bien cher Père, le messager a été à la hauteur de tes espérances. Il m'a transmis fidèlement tes prescriptions, à la fois manuscrites et orales, ce dont je prends acte sans contester la moindre virgule. Tu sais combien je te suis resté soumis, ponctuant chacune de mes adresses à ton endroit avec l'obséquieuse déférence qui caractérise les gens qui vivent dans un environnement despotique. N'aie crainte, je ne compte pas m'en dédouaner aujourd'hui, du moins pas maintenant, pas encore. Je sais que tu as beaucoup lu et tu t'es formé avec magnanimité et acharnement pendant de longues années. Je te donne aujourd'hui l'occasion de m'opposer tes connaissances ou ta science sans parti pris ni quelque autre considération de hauteur paternelle. Ayant l'avantage d'avoir lu et compris le texte que je soumets à ton examen, et étant déjà convaincu de ta souscription à ma requête, je te prie de bien vouloir me donner ton avis sur cette réflexion nietzschéenne.
d'enfants et de mariage. J'ai une question qui à toi seul s'adresse, mon frère. Comme une sonde, je la jette en ton âme pour en savoir la profondeur. Tu es jeune et souhaites enfant et mariage. Je te demande, es-tu quelqu'un de vouloir un enfant et le droit? Es-tu le victorieux, le dominateur de soi, le maître des sens, le seigneur de tes vertus? Ainsi je t'interroge. Ou ce qui parle en ton désir est-il la bête ou le besoin? Ou bien la solitude ou l'insatisfaction de soi? Je veux que ta victoire et ta liberté aident d'un enfant la nostalgie qu'on vit. De vivants mémoriaux, tu dois bâtir à ta victoire, à ta libération. Plus haut que toi et au-delà de toi-même, tu dois bâtir. Mais il faut, je le veux, que d'abord toi-même tu sois bâti, carré de corps et d'âme. Tu ne dois seulement te reproduire, mais bien te dépasser. Que t'aide pour se faire le jardin du mariage? C'est un corps supérieur que tu dois créer, un mouvement premier, une roue qui d'elle-même tourne. C'est un créateur que tu dois créer. Mariage, ainsi je nomme de deux êtres le vouloir de créer un seul être qui soit plus que ses créateurs. Mutuel respect, ainsi je nomme le mariage, respect pour ceux qui veulent d'un tel vouloir. J'ai pu sans mal l'approcher conformément à la promesse qu'il m'avait faite de faciliter mon ascension dans son parti et par probable ou éventuelle incidence devenir quelqu'un, si bien entendu j'y mets de la conviction et une bonne dose d'acharnement. Il m'a reçu dans son immense demeure avec un protocole royal comme si j'étais de son monde et de chef. Il m'a présenté responsable de la propagande du parti, quelqu'un de transpirant de haut en bas, qui ne m'a pas inspiré confiance. Il avait cet air particulier de comptable d'administration, affichant un sourire circonstanciel de celui qui cache quelque chose. Le ponte m'avait accueilli avec une accolade toute paternelle, en me souhaitant la bienvenue à Kinshasa et en politique. Aussi bizarre que cela te paraîtra, il m'a intimé de rester fidèle à la terre, d'être alerte, méfiant et garder mon instinct paysan, ce dont j'ai du mal à comprendre, en ajoutant que cette pureté me sauvera le moment venu. Et de surenchérir que quoi que je fasse, je serai confronté comme tout politique à la calomnie, aux insultes et autres conflits liés au positionnement et avantages. Comme tu vois, je ne peux que solliciter ton concours et tes orientations pour entrer dans cette danse d'hyène munie d'un peu de technicité. Telle est en substance la suite à ta lettre et les rapports de mon entrée en matière dans les affaires politiques. Protège mère, couve-la, aime-la, transmets-lui un wagon de baisers et garde-en pour toi, ton fils Wabi. Pour un petit commentaire, j'aimerais bien poser mon argumentaire sur deux piliers. Deux piliers, c'est rien d'autre que deux phrases, des phrases qui m'ont marqué. La première est tu ne dois pas seulement te reproduire, mais il faut bien te reproduire et te dépasser. Donc c'est là que j'ai une question. Qui doit procréer ? Qui doit procréer? Qui est capable de procréer? Et pourquoi procréer? À ces questions, bon nombre de gens diront que on procrée pour assurer, pour assouvir ses intérêts, pour avoir quelqu'un qui va t'aider quand tu seras vieux, pour avoir quelqu'un qui va te ressembler, pour avoir quelqu'un qui va pérenniser ce que tu fais même quand ce n'est pas bien. Et qui est capable de procréer? C'est toute personne. C'est toute personne qui a l'âge et qui peut donner vie à une autre personne. À ces questions, moi, je dirais non. Ce n'est pas toute personne capable de donner naissance qui doit procréer. La personne qui doit procréer, c'est cette personne-là qui sait se dépasser. C'est cette personne-là qui a vaincu ses intérêts personnel. C'est cette personne-là qui a vaincu ses envies, ses instincts, voilà, qui a vaincu ses instincts primitifs. C'est cette personne-là qui sait se dépasser, qui est bâtie, calée de corps et de l'âme, qui est capable de donner naissance à une autre personne, pour que cette personne-là soit plus que lui, donner naissance à un surhomme. Quelqu'un qui sera créateur demain et non quelqu'un qui fera la même chose que lui. Je vais prendre l'exemple de la connaissance. Je vais aller dans les combinaisons de connaissances. Combinaisons de connaissances,
ce ne sont pas linéaires. Donc, 1 plus 1, on sait que ça fait 2. Mais 1 kilo de connaissances plus un autre kilo de connaissances, ça donne... Je dirais que ça ne donne pas 2 kilos, ça donne 3 kilos. Pourquoi ça donne 3 kilos? Une connaissance plus une autre connaissance, mise ensemble, ça crée un choc. Et de ce choc-là jaillit la lumière. Et ça va faire une troisième connaissance, la connaissance qui sera révolutionnaire. C'est de cet enfant-là qu'on veut. On ne doit pas seulement procréer parce qu'on peut procréer. Et pour ce faire, il faut faire un bon choix du partenaire. Quand on épouse quelqu'un, on dit 1 plus 1 fait 1. On épouse tout de la personne, ses mauvaises habitudes, ses anti-valeurs. Et si on n'est pas fort, cette personne-là peut nous traîner vers des anti-valeurs. Alors, si on veut procréer et donner quelqu'un de supérieur, un surhumain, un surhomme, on doit faire le bon choix de partenaire, de quelqu'un qui partage nos valeurs pour qu'ensemble, on puisse donner quelque chose de grand, quelque chose de bien. Et la deuxième phrase, ça sera il faut toujours garder son instinct paysan, être fidèle à la terre. On ne peut pas non plus nous demander de fermer nos frontières parce que ça ne peut plus se faire. On doit communiquer avec les autres. Et pour ce faire, il faut utiliser la raison. La raison doit guider toutes nos actions. La raison doit guider nos actes. La raison doit nous servir de miroir. On peut prendre chez les autres, mais que leur civilisation ne nous détourne pas. On garde notre civilisation et on fait appel à la raison. C'est la raison qui va nous permettre d'adapter les civilisations des autres, comprennent ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur, on ramène chez nous et on l'adapte à notre façon de vivre, car il n'y a pas de civilisation supérieure. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Raïssa. Donc, mademoiselle Sarah, à la parole. Mesdames et messieurs, madame la présidente du jury, bonjour. Voilà, je vais lire la réponse du père par rapport à la lettre du fils. Les pères commencent. Monsieur Lamok, à la lecture de ta dernière lettre, j'ai compris que tu avais perdu la raison du fait de la lourdeur du climat et tous ces vacarmes de bars, de cultes interminables en plus de klaxons intempestifs, ainsi que de tout cet environnement insalubre pour quelqu'un de non initié à cette vie comme toi. Alors laisse-moi te conter l'histoire d'Amok que je tiens de Stéphane Zweig. Je te la jette aux pieds sans commentaire de ma part, des peurs de la pervertir. J'ai perdu le contrôle de moi-même, c'est-à-dire que je savais très bien à quel point ce que je faisais était insensé, mais je n'avais plus de pouvoir sur moi-même. Je ne me comprenais plus, j'ai couru devant moi, uniquement possédé par mon but. Du reste, attendez, peut-être que je puis tout de même vous faire comprendre ça. Savez-vous ce que l'amok? L'amok, je crois me rappeler, une sorte d'ivresse chez les Malais. C'est plus que de l'ivresse. C'est une folie furieuse, une sorte de rage canine, mais humaine, un accès de monomanie meurtrière et insensée qui ne peut se comparer à aucune autre intoxication alcoolique. J'en ai moi-même étudié quelques cas pendant mon séjour. Il est bien connu que pour autrui, on est toujours très perspicace et très objectif, mais sans jamais pouvoir mettre en lumière l'effrayant secret de son origine. C'est plus ou moins lié au climat, à cette atmosphère lourde et oppressante qui pèse sur les nerfs comme un orage, jusqu'à ce que ce soit eux qui éclatent. Donc l'amok, oui, l'amok se présente ainsi. Un Malais, n'importe quel être tout simple, tout gentil, est en train d'éclusser sa mixture. Il est assis là, tranquille, abruti, inerte, comme je l'étais chez moi. Et soudain, il bondit, saisit un poignard et se précipite dans la rue, où il court tout droit, toujours tout droit, sans savoir vers où. Tout ce qu'il trouve sur son chemin, homme ou bête, il les poignarde d'un coup de crise, et les sangs qui coulent l'excitent encore davantage. Il court l'écume aux lèvres et hurle frénétiquement, mais il court, sans plus regarder ni à droite ni à gauche. Court juste avec son cri perçant, toujours droit devant lui, vers nulle part. Les gens dans le village savent qu'aucune force au monde ne peut arrêter un amok. Alors,
Il crie très fort pour donner l'alerte quand il approche. Amok, Amok, et tout le monde s'enfuit. Mais lui court sans rien entendre, court sans rien voir, poignarde tout ce qu'il rencontre, jusqu'à ce qu'on l'abatte d'une balle comme un chien enragé ou que, tout écumant, il s'effondre de lui-même. J'ai vu cela une fois de la fenêtre de mon bungalow. C'était atroce, mais c'est parce que je l'ai vu que je comprends comment j'étais ces jours-là. Je suis profondément convaincue que tu as un problème de santé mentale pour enchaîner autant d'inepties les unes après les autres. Alors que j'étais personnellement appris que la quête de la connaissance t'éloigne de la certitude et t'impose une particulière modestie, voici que tu m'envoies coup sur coup l'arrogance doublée d'insolence. Tu as toujours été un compagnon agréable, mais je ne peux aucunement prétendre avoir désiré ta venue au monde. L'enfant, au-delà de la transmission de ce que nous sommes à la génération suivante, reste un fardeau pour celui dont la mission est d'abord et avant tout l'accomplissement de soi. Ma quête était donc mon propre être, partant mes référents à ton auteur. Je pense avoir humé l'air pur de haute altitude qui permet d'accéder à la lecture du monde présent et futur avec des lunettes à la mesure de la tâche. Le choix de ta mère était un choix égoïste, je l'assume. Alors, après avoir lu le message que son fils lui avait envoyé, le père est en train de faire remarquer à quel point il était déçu par le fait que son fils ait perdu la raison et les valeurs qui lui avaient été inculquées dès le bas âge. Le fils s'est permis de juger la philosophie de son père. Il s'est permis de critiquer les pensées de son père, la manière dont son père était en train de penser. Et à partir de là, j'ai pensé à une citation persane qui dit « C'est un travail bien pénible que de rendre raisonnable un insensé qui, par excès de stupidité, se croit plus sage que son maître. » L'enfant s'est dit que le mariage de ses parents, le mariage entre deux êtres était pour donner un être plus supérieur. Donc, il se considère plus supérieur que son père, que ses parents. Il se considère plus intelligent que son père, qui lui a inculqué de valeurs. Et arrivant dans la capitale, il a d'abord osé prendre, les rythmes quinois, si je peux les dire. Il a essayé de rejeter toutes les valeurs acquises par son père pour, d'une manière ou d'une autre, enseigner à son père, lui faire voir que toutes les valeurs, tout ce qui lui a été appris, tout ce qui lui a été donné comme mesure d'évoluer dans la vie n'était pas important et que lui, il connaissait mieux que son père. Alors, après tout ça, le père a comparé son fils à un amok. Un amok, c'est une personnification d'un être qui, après avoir atteint un niveau d'ivresse, il ne sait plus ce qu'il est en train de faire. Le fils, il était donc atteint d'une ivresse qui, pour lui, selon lui, ce qu'il disait ou ce qu'il faisait était plus correct que ce que pensait son père. Alors, pour son père, il voulait en fait, quand il y a une partie où il a essayé de conter l'histoire de Mukishi, je n'ai pas eu à les lire parce que la lecture elle est beaucoup trop longue et on n'a pas assez de temps. Mukishi, le fantôme du village, qui avait un fort esprit de persuader le public, mais qui était un bon aventurier. Et c'était son fils qui était revenu au village pour solliciter leur suffrage avec un discours démagogique comme son père jadis. Le père essayait au fait d'appeler le fils à revenir à la raison afin que ce qui lui avait été transmis fasse sa valeur et l'aide à préparer plutôt sa descendance. Le fils pensait que ce qui lui a été, vu qu'il a appris beaucoup de choses, c'est une façon pour lui de s'attaquer à ceux-là qui n'ont pas appris. Donc, étant qu'apprenant, on n'apprend pas pour s'attaquer aux autres qui n'ont pas appris, mais on essaye d'être plus réservé pour nous défendre en cas de pépin, en cas de problème. C'est dans ce sens-là que la lettre du père marche. Merci beaucoup. Nous allons sans transition
mais cette fois, ce sera les garçons, les hommes, qui vont s'affronter directement sur le sujet que je me permets de relire. Faut-il une volonté de puissance à la RDC pour se prévaloir et compter parmi les nations? L'initiateur de l'art majeur a circonscrit, il s'agit essentiellement de la volonté de puissance, de la volonté de vivre. Considérez quelque part que cette RDC qui est à la quête des idées salvatrices vous consulte. Elle attend quelque chose de vous, une orientation pour sa survie, pour son existence. Et que nous sommes là, et que vous, comme experts, nous sommes venus vous entendre. Nous vous accordons la parole en premier. Monsieur Osni. 5 minutes. En 5 minutes, pour vous résumer. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Son Excellence, pour cette belle initiative que nous, jeunes Congolais, on doit apporter en plus pour la construction d'un État de droit, la construction d'un État de valeur. Nous saluons cette initiative. Madame la Présidente, Monsieur membre du jury, chère assistance, nous vous sommes infiniment reconnaissants pour cette octroyabilité verbale, pour expliquer et défendre ces sujets. Faut-il à la RDC la volonté des puissantes pour se prévaloir et compter parmi les grandes nations? Une question très pertinente. Dire oui ou non, affirmer ou infirmer directement, prouverait que nous n'avons pas cette sagesse et ne savons pas comment y réfléchir. Il faudrait d'abord argumenter, donner des arguments pour savoir si nous devons réellement infirmer ou nous devons affirmer. La volonté de puissance dont on parle de la RDC est prise dans le synonyme de la puissance publique. Il faut savoir faire la différence. Si la puissance publique est une notion juridique, la nation est une notion sociologique. Qu'est-ce qu'on entend par puissance publique? Il faut d'abord commencer par là. Le professeur Ndjoli, Jacques, dans son ouvrage « Les principes structuraux », le maître pense que la puissance publique est d'abord un pouvoir général de direction. Ce pouvoir permet à l'État de dicter des règles de conduite et de prescrire les mesures nécessaires pour établir un état de droit en organisant cette communauté. Dans le même ordre d'idées, le professeur Omeunga Barthélemy, il a qualifié la puissance publique comme une force que l'État utilise. Cette force doit remplir certaines fonctions fondamentales. Primo, nous avons une fonction législative. Secondo, nous avons maintenir l'ordre. Tertio, il faudrait une justice équitable. Si cette puissance remplit toutes ces conditions, toutes ces fonctions fondamentales, on peut dire que non, dans un État, la puissance publique existe. Mais il faudrait faire la différence entre une nation et un État. Parce que la puissance est dans le domaine juridique d'un État, alors que la nation est d'abord une conception qui est purement sociologique. Qu'est-ce qu'on entend par nation? En connivence avec le professeur Ouriou, nous pensons qu'une nation, c'est une entité abstraite. Cette entité abstraite est composée de vivants, c'est-à-dire de présents, de citoyens présents, de morts, des gens qui sont déjà morts, et ceux qui vont naître plus tard. C'est ça qu'on entend par une nation. Autour de la nation, du concept nation, il y a des conceptions. Primo, nous avons une conception qui est une conception objective, qualifiée une conception allemande. Secondo, nous avons une conception française qualifiée d'une conception volontaire. Dans l'autre côté, on nous demande tout simplement qu'on peut parler d'une nation lorsque certains critères sont respectés. La race, la langue, la religion et la culture. De l'autre côté, on dit tout simplement que non, la nation n'est rien d'autre que la volonté de vivre ensemble. Lorsqu'on a cette volonté de vivre ensemble, immédiatement nous sommes une nation. Mais la RDC est une nation. Pour devenir une grande nation, il faut d'abord commencer par être une nation. Est-ce que la RDC a besoin d'une puissance publique pour qu'elle devienne une nation? C'est ça le problème. S'il faut comparer dans les deux conceptions, la conception allemande et la conception française, vous allez remarquer qu'en RDC, prenons le cas de la conception allemande,
une conception objective. En RDC, nous avons beaucoup de cultures. Nous avons 4 langues nationales et plus de 400 dialectes. Nous avons plusieurs races. Il y a ceux qui sont noirs, il y a de blancs qui ont des nationalités. Donc, nous avons plusieurs races. Nous remarquons que cet état d'esprit ne joue pas un rôle. On ne peut jamais dire que non, la RDC, selon la conception allemande, qui a été même échafaudée par beaucoup d'États, que la RDC est une nation. Retournons en ce qui concerne la conception subjective, qui est une conception française. La volonté de vivre ensemble. C'est là où le bas blesse. Jeunes Congolais, vieux, avons-nous cette volonté de vivre ensemble? Encore une fois, c'est avec le professeur Kalouba Dibois, qui disait dans son ouvrage de éducation à la citoyenneté que aussi longtemps qu'on n'a pas encore développé ce qu'on appelle le nous national, c'est-à-dire de ne pas dire « moi je suis Moulouba », moi je suis Moukongo, moi je suis ceci, aussi longtemps qu'on n'a pas encore développé cet état d'esprit de dire que non, je suis tout simplement Congolais, Moulouba c'est un frère, Mouchouaïl c'est un frère, Moukongo c'est un frère, on ne sera jamais une nation. Et si on n'est pas une nation, comment devenir une grande nation? Pratiquement impossible. La puissance publique n'a pas besoin de venir pour dire qu'il faut aimer. Il faut considérer celui-ci comme ton frère avec des règles. Mais c'est à vous consciemment de savoir que l'intérêt général doit primer. S'il vous donne un exemple qui démontre déjà que la RDC n'est pas une nation, et ne deviendra plus difficilement une grande nation, même s'il y a la puissance publique. Parce que s'il faut affirmer que la RDC a besoin d'une puissance publique pour devenir une grande nation, je vous rassure, depuis 1960, que la RDC était détenteur de la puissance publique, serait déjà une grande nation. On a connu à l'époque de Mobutu, Zaïre. La RDC, le Zaïre était un État fort, mais n'était pas une grande nation. Pourquoi? Lorsque Mobutu est parti, nous sommes retombés en bas. Nous sommes tombés, on a perdu même on a perdu l'équilibre, on a perdu même le valeur, notre dignité devant d'autres États. Nous remercions, avec le temps, lorsque le président Honoré est venu, il a instauré ce qu'on appelle l'unité, l'amour. Et nous, aujourd'hui, on commence à retrouver petit à petit notre unité. La RDC n'a pas besoin de la puissance publique, elle a besoin de nous, de se considérer d'abord. De se considérer que nous sommes Congolais. Nous tous, nous sommes Congolais. On doit se considérer que nous sommes Congolais. On n'a pas besoin tout simplement que la puissance publique. Prenons l'exemple de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, bien que prévue par les constituants originaires, mais est mise en effectivité. Il ne reste qu'une minute pour conclure. Le constituant originaire a instauré la gratuité de l'enseignement, mais l'effectivité est du pouvoir du président de la République qui l'a mis en place. Mais aujourd'hui, certains parents qui sont professeurs n'arrivent pas à se sacrifier pour accepter des $245. Ils disent que non, nous n'allons plus enseigner parce qu'on nous payait déjà $700, nous ramener $245, c'est impossible. Pour dire que non, lorsqu'on veut être une grande nation, on doit sacrifier le peu. C'est comme un corps. Lorsque la jambe est blessée, c'est le cœur qui a mal. Et nous devons être ainsi. En Congolais, lorsque l'autre... Parce que s'il n'y a pas de gratuité d'enseignement, beaucoup d'enfants n'iront jamais à l'école. Et si la justice élève la nation, l'éducation privilège et oriente la nation. Nous avons tous besoin de se considérer d'abord. La puissance publique peut mettre de la volonté, mais lorsqu'on n'a pas les soucis de s'entraider, on ne dira pas cette puissance publique. C'est pour cela, par rapport à nos argumentaires, nous disons tout simplement que la RDC n'a pas besoin de la puissance publique pour se construire comme une grande nation. Elle a besoin de gens qui se soucient eux-mêmes, qui donnent le meilleur d'eux pour que ce pays aille en avant. Madame la présidente du jury, monsieur le président du jury, nous avons fini notre allocution. Aussi longtemps que notre thèse sera contredite, nous reviendrons pour blackbouler les idées et ramener les choses dans le droit chemin. Merci beaucoup, M. Osné. La parole est accordée à M. Gérard, avec le même timing. Merci beaucoup pour la parole. Je tiens à remercier Monsieur le ministre d'État. Près de vous, nous jeunes, nous sentons une chaleur réchauffante de l'intelligence, mais pas seulement, mais aussi un patriotisme frémissant.
Madame la présidente du jury, Monsieur Guy Toto et Freddy, alors je voudrais commencer ma prise de parole par une strophe très courte de Léopold Sédar Senghor que j'aime beaucoup. Vous sentirez dans cette strophe la volonté d'un citoyen qui veut bâtir, contribuer au progrès de son pays, de sa nation. Éléphant de Mbissel, entends ma prière pieuse. Donne-moi la science fervente des docteurs de Tombouctou. Donne-moi la volonté de Soni Ali. Les fils de la bave du lion, c'est un raz-de-marée à la conquête du continent. Conserve en mon cœur libéré l'amour de ce même peuple. Fais de moi ton maître de langue, mais non, nomme-moi son ambassadeur. Léopold Sédar Senghor, Chant d'ombre. Alors, je vais passer à mes propos par rapport au sujet. Faut-il à la RDC la volonté de puissance pour se prévaloir et compter parmi les grandes nations? Nous nous affirmons oui. Et c'est triste d'entendre les propos que vient de tenir M. Ounis, mon co-débatteur, parce que vos propos sont sans espoir. On dit que le désespéré est un spectateur. Où vous amenez-nous avec tout ce que vous venez de dire? Moi, je crois que oui, et je soutiens qu'il faut la volonté de puissance à la RDC pour se prévaloir et compter parmi les grandes nations. C'est la voie royale à notre pays pour se lever et, comme nous le disons dans l'hymne national, lever nos fronts longtemps courbés. J'ai senti dans votre approche que vous êtes juriste, je vous comprends, mais malheureusement pour vous, le thème est plus philosophique que juridique parce que la volonté de puissance, c'est une expression proprement nietzschéenne, M. Onyx. Qu'est-ce que ça veut dire, la volonté de puissance? C'est un processus d'interprétation par lequel on se rend maître de soi et du réel. C'est la volonté de surmonter, de se surmonter. Vous comprenez, M. Onyx? Alors, j'ai dans mes papiers, parce que je prends beaucoup de notes, j'ai trouvé un extrait de Bertrand de Jouvenel, un philosophe, économiste, écrivain, journaliste français, qui était touche à tout. Voilà, un extrait qui m'a plu et qui voilà, éclaire le sujet même que nous discutons en ce moment. Bertrand de Jouvenel dit ceci, qu'en 1931, il s'est rendu aux États-Unis. 1931. C'était une grande nation dans une grande détresse. Dans une grande détresse. J'ai aimé, dit-il, les États-Unis parce que j'ai aimé l'attitude de ces gens dans ces moments où il y avait un tiers de la population en chômage, en 1931. Et j'ai vu un optimisme en ce moment-là, une capacité de bondissement qui est une belle chose. C'est ça, la volonté de puissance. Et dont je me demande si on la retrouverait aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il y avait cette croyance. Il y avait cette croyance qu'on peut faire quelque chose. C'est ça, la volonté de puissance. Cet esprit d'entreprise, cet esprit de responsabilité qui était la force de l'Occident, dont je me demande s'il n'est pas affaibli aujourd'hui parce que les grandes organisations, d'après lui, affaiblissent quelque chose. Les grandes organisations m'apparaissent quelque chose d'inévitable, mais quelque chose qui éteint un certain feu chez les individus qui fait la force d'une société. C'est encore ça, la volonté de puissance. Nous affirmons oui. Et la sous-question, c'était si oui, et comment? Nous proposons ceci en première ligne. Je vais proposer 3 choses. D'abord, la nécessité d'élaborer un récit pouvant nous tonifier, plus que la tonification, être une référence
un récit qui exprimera notre ambition pour les années à venir. Ça, c'est notre première réponse. La deuxième, c'est consolider notre conscience nationale. C'est un sujet que vous avez effleuré, mon cher, pas parfaitement, parce que vous avez beaucoup tâtonné. Suis mon explication, je crois que tu te retrouveras. Consolider notre conscience nationale. Et la troisième proposition, c'est la formation, l'éducation, l'instruction. Et nous n'insisterons jamais assez sur cela parce que c'est la pierre angulaire du progrès d'une nation et de toute œuvre humaine qui soit supérieure. La nécessité d'élaborer un récit. Je ne sais pas si vous avez eu la chance que nous, on a eu d'assister au vernissage du livre de M. Freddy Mulumba qu'il a coécrit avec le grand professeur Kamana. Dans leur réflexion, ils avaient aussi souligné cela, que c'était nécessaire de produire un récit qui puisse nous guider, nous remettre en valeur, nous donner une image de nous-mêmes satisfaisante. Parce que, vous le savez bien, si vous n'avez pas de confiance en soi, vous ne ferez rien. Alors, j'ai trouvé aussi dans mes notes, mon cher, et il y a un professeur que j'ai découvert sur Internet, il s'appelle George Stein. Il a beaucoup vieilli, c'est un philosophe, heureusement. Personne ne peut entrer au ciel sans la philosophie. Et le progrès ne sera possible que si nous recourons à la philosophie. Monsieur Gérard, s'il vous plaît, le jury vous demande quand même d'abréger un tout petit peu parce que vous avez eu déjà le même minute que votre co-débatteur. Oui. Essayez de vous résumer pour ne pas dire chuter. Je vais faire de mon mieux parce que c'est tellement bien ce que je dis. Je regretterai de ne pas le dire. Malheureusement, les temps. Oui. Alors le professeur George Steiner, qui est aussi juif mais qui a échappé à la Shoah, il avait constaté quelque chose de très spécial que M. Freddy et M. Kamana avaient aussi constaté. Il a dit que dans les années 1950, le peuple juif était à midi de leur prix Nobel. C'était l'explosion de prix Nobel. Mais qu'est-ce qui était aussi en cause? Ce n'était pas seulement leur intelligence, mais le récit qu'ils avaient d'eux-mêmes. Et on voyait, avait-il dit, dans les camps de concentration, les Juifs, à quelques heures de la mort, prendre note sur les Talmuds et réfléchir sur les textes qui leur étaient essentiels. Hein? Et il a dit, c'est extraordinaire de constater à quel point le mythe et la métaphore forment la politique. Vous voyez, monsieur, c'est ce que nous devons faire aussi de notre côté. Concevoir un projet qui repose sur la puissance et qui constitue notre ambition pour les années à venir. Alors, pour consolider notre conscience nationale, par rapport aux définitions que vous venez de donner de la nation, moi je vais prendre une définition que j'aime beaucoup, même s'il fut un dictateur, bon, il a eu quelque chose de bien, c'est Joseph Staline. En 1935, il définit comme ceci la nation. La nation, c'est une communauté humaine stable, historiquement constituée, née sur base d'une communauté de langue, de territoire, de vie économique, de formation psychique. J'y reviendrai parce que c'est essentiel pour moi. De formation psychique et le tout s'exprimant dans une culture. La pluralité de langues en RDC, mon cher, c'est une richesse. Merci beaucoup, cher membre du jury. J'ai beaucoup aimé mon co-débatteur. Il est porteur du papier et c'est un bon notaire. Nous allons encore dire des choses, vous devez encore noter, parce que c'est votre habitude. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous ne voulons pas que vous soyez crucifiés par la science. Nous allons vous aider parce que nous sommes ceux que Dieu a envoyés pour enseigner. Tu n'as pas compris la notion de la volonté de puissance.
même en tant qu'une philosophie, en le ramenant dans la vie pratique. C'est l'œuvre de Nietzsche. C'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui aborde le sujet. Lui-même, il dit d'abord que la volonté de puissance exclut ce qu'on appelle la valeur de l'unité et de la dignité. C'est un égoïsme. Donc, en tant que personne, on est égoïste, on voit d'abord lui-même. Et vous devez encore aller relire, plus relire et puis revenir. Nous pensons déjà que la façon dont vous avez défini la nation, c'est comme si vous ne voulez jamais que la RDC soit une grande nation. Oui, mon cher, si tu veux passer ton temps à contredire ce que je dis par le plaisir de le faire, c'est ton problème. Moi, j'ai des choses à proposer à la République qui m'est chère. Alors, je n'ai pas des papiers par plaisir d'en avoir. Si ça m'aide à être sensé, c'est important. Hein? Voilà. Je disais que la formation psychique, toujours ça entre dans le cadre de la consolidation de l'unité nationale, de la conscience nationale. Je vais t'aider à bien comprendre ce que ça veut dire. J'ai lu un livre du Parti communiste français. Vous savez, ce n'est plus un grand parti à cause des événements que l'histoire nous a offerts, mais les documents sont restés. J'ai lu un livre qui parlait de la formation psychique de la France. Alors, ils ont montré dans ce livre-là comment Racine, Boileau et Corneille ont contribué par leurs écrits à renforcer l'unité nationale. Donc, les écrivains, pour moi, sont très importants. Nous devons, si nous voulons vraiment que le Congo devienne une grande nation, nous référer à eux de manière insistante et intelligente. Parce que le professeur Eli Kambokolo pense que nous devons faire en sorte que l'intelligence s'érige au centre du village. C'est le secret du progrès et de la volonté de puissance justement pour nous prévaloir, nous mettre en valeur et automatiquement compter parmi les grandes nations. Rendre la RDC une nation forte et soudée, c'est possible. Je ne sais pas si je peux commenter sur le sujet directement parce que je risque d'abonder dans un sens ou dans l'autre. Mais ce que je voudrais dire à nos deux équipes de co-débatteurs, c'est que nous avons une série d'éléments qui feront que vous serez jugés, que vous serez cotés. C'est votre tenue, votre expression, la manière dont vous défendez votre sujet, la manière dont vous parlez et aussi la manière dont vous êtes habillé. Quand je dis tenue, c'est comment est-ce que vous vous tenez debout devant cet auditoire. Parce que vous ne devez pas oublier, chers co-débatteurs, nous sommes presque tout ouïs vous regardant parler, vous regardant disserter. Et il est important que vous puissiez tenir entre vos mains et captiver notre attention. Je pense que le problème dans notre pays est que ceux qui habitent les Congolais n'ont pas des ambitions, des grandeurs. Le Congo est trop grand, trop riche. Donc le Congo a ce que je peux appeler les attributs de puissance. Mais l'élite n'a pas cette vision-là. Mais comment cette élite peut avoir cette vision pour qu'on compte parmi les grands? On a presque tout. Enfin, nous accordons la parole au maître, au père de l'art majeur. Merci, madame, monsieur, merci les jurys. Merci aux intervenants, aux débatteurs. Bon, les principes est un peu difficiles, mais c'est les principes, il faut les respecter. C'est les yin et les yang. C'est-à-dire que c'est les pour et les contre. Quelques conseils. Quand vous construisez votre argumentaire, il faut les construire face à face. Les miroirs à votre miroir, c'est les non si vous êtes les oui. Votre miroir, c'est les oui si vous êtes les non. Yin, yang. Les peuples, la nation, partent de l'âme et de l'esprit. Ce sont les éléments à pouvoir absolument intégrer.
C'est ce qui précède la nation, qui devient l'État par la suite. C'est capital. Mais vous devez vous exercer un peu plus de lecture. Mais dans vos lectures, je vous recommanderais chaque fois d'entendre les auteurs congolais aussi. Cherchez les auteurs congolais, il y en a à foison. Lisez congolais, consommez congolais, parlez congolais, ajoutez d'autres idées, c'est nécessaire. Ajoutez un maximum d'autres idées. Mais que votre charpente, votre armature soit d'abord la RDC. Et maintenant, vous y ajouterez des boucliers divers pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Ainsi, je me permets de clôturer cette séance en vous remerciant tous, en remerciant surtout P1 pour cet accompagnement, cette participation, parce que c'est même plus l'accompagnement maintenant, c'est la participation effective. Merci à tous ceux qui sont venus pour entendre ce moment particulier où il n'y a pas la danse et la bière ou la prière, mais il y a de l'esprit et la volonté de puissance, la volonté de bâtir autrement, les respects mutuels, la proposition de certaines idées salvatrices pour les projets congolais.